Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier numéro 1 de la série de 3 ateliers qui est destiné aux parents qui ont des enfants inscrits au PAVE, au programme virtuel du CPO, des enfants de la maternelle à la 3e année. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, cet atelier, c'est une initiative qui est faite conjointement avec Parents Action, qui est une initiative qui réunit des parents du CPO et de la communauté autour de différents thèmes. Justement, le thème de la soirée porte sur la santé mentale. Le titre de l'atelier que vous allez recevoir ce soir est Des mots pour des mots. Le parent qui fait partie de la solution. Donc, j'aimerais vous présenter les deux animatrices qui seront avec vous ce soir. J'ai Geneviève Bérubé et Véronique Lalancette qui sont tous les deux des TES en habileté sociale. Ils travaillent au volet bien-être et sécurité au CPO. Donc, c'est des dames qui travaillent beaucoup dans le domaine de la santé mentale. Et puis, ils ont bien accepté de se joindre à l'équipe pour pouvoir vous offrir cet atelier ici ce soir, dans le but de bien vous outiller à faire face aux réalités de l'école à la maison. Donc, avec la réalité de la pandémie cette année, on fait face à des nouveaux défis. Et puis, on croyait bien de pouvoir se rassembler puis de vous appuyer ou de vous guider sur différents thèmes. Donc, le thème de la soirée, je le répète, est sur la santé mentale. Voilà, sur ce, je cède la parole à Geneviève et à Véronique et je vous souhaite un très bon atelier. Merci. Bonsoir, chers parents. Il me fait plaisir à moi et Madame Bérubé d'être présente ici ce soir pour vous parler de la santé mentale chez les enfants. Des mots pour des mots. Le parent est une partie de la solution. Donc, à travers la présentation de ce soir, nous allons aborder différents thèmes, dont dans un premier temps, la santé mentale, la maladie mentale, est-ce la même chose? Donc, on va voir à différencier ces deux notions. Faire la différence entre les émotions, le sentiment et les sensations. Tout le monde connaît ces termes-là, mais en termes de savoir les différencier, surtout au niveau des émotions et des sentiments, c'est parfois tout un défi. Avoir une bonne hygiène de vie, moins de stress au quotidien. Les effets bénéfiques d'une bonne routine de vie. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Le stress et l'anxiété. C'est vraiment important d'en parler, et surtout d'être en mesure de différencier ces deux notions qui sont toutes les deux plutôt difficiles à diviser, étant donné que au niveau des symptômes et des signes, ils sont plutôt similaires. Donc, c'est beaucoup dans l'intensité qu'on va retrouver le tout. On va également parler de la pleine conscience, l'importance d'avoir des temps de qualité. C'est comme aussi déposer des sous au guichet automatique. Mais vous allez voir plus tard que Mme Bérubé va pouvoir vous expliquer cette belle métaphore. Ensuite, on va également parler du réseau social, de le maintenir, même en virtuel, surtout pour nos enfants. Puis, on va terminer, en fait, en vous présentant quelques activités à faire sur le net et pour favoriser les échanges sociaux de vos enfants avec leurs amis ou entourage. Alors, si on débute avec, dans le fond, la santé mentale versus la maladie mentale, comment on fait pour faire la différence entre les deux? En fait, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est la même chose? Donc, voyons exactement qu'est-ce qu'il y en a. Il y a une certaine confusion quant à la définition de la santé mentale et notre façon de traiter la santé mentale s'en reste. Par exemple, nombreux sont ceux qui pensent que lorsque nous parlons de la santé mentale, que nous parlons de la maladie mentale, que ces deux sujets sont identiques. Toutefois, la santé mentale et la maladie mentale sont deux choses distinctes. La maladie mentale sont en fait des conditions dans lesquelles nos pensées, notre humeur, et nos comportements ont des répercussions graves et négatives sur notre mode de fonctionnement dans la vie.
les maladies mentales peuvent inclure la dépression, l'anxiété, la schizophrénie et d'autres troubles de l'humeur. La santé mentale, comme le terme santé l'indique, correspond à un concept positif. Elle traduit notre capacité à profiter de la vie et à gérer de manière à nous permettre d'atteindre nos objectifs et de composer avec le stress. C'est une sensation de bien-être spirituel et émotionnel. C'est donc dire que la santé mentale ne repose pas seulement sur l'absence de maladie mentale. Tout le monde a la santé mentale, cela inclut les enfants, les jeunes et les adultes plus âgés. Maintenant que nous avons établi que la santé mentale et la maladie mentale sont deux réalités distinctes, déterminons quel lien les unit. Parfois, les gens voient la santé mentale et la maladie mentale comme les deux pôles extrêmes d'un continuum, comme si l'un était l'opposé de l'autre. Mais bien des recherches démontrent que nous devons penser à la santé mentale et la maladie mentale comme deux concepts distincts, mais interreliés qu'il faut regarder et mesurer différemment et auxquels il faut réagir de façon distincte. Nous devons les considérer comme deux concepts à part. Voici donc à quoi ressemble vraiment le continuum de la santé mentale et celui de la maladie mentale. Pour ce qui est du continuum de la maladie mentale, une extrémité s'étend de la maladie mentale grave à l'absence de toute maladie mentale. Pour ce qui est du continuum de la santé mentale, une extrémité s'étend d'un état de santé mentale médiocre à un bon état de santé mentale. Chaque cadre représente une gamme d'expériences. Ce modèle indique qu'une personne qui n'est pas aux prises avec une maladie mentale n'est pas nécessairement en bonne santé mentale. Elle peut se sentir déprimée ou ressentir énormément de stress en raison des circonstances de vie. Mais elle démontre aussi que nous pouvons tous chercher à avoir une bonne santé mentale, que même les personnes ayant une maladie mentale peuvent avoir une bonne santé mentale. Je vais vous donner un exemple pour aider à comprendre. Voici Tara. Tara a reçu un diagnostic de dépression, une maladie mentale qui peut être grave. Toutefois, sa dépression est maintenant maîtrisée car elle prend des médicaments et elle voit son thérapeute régulièrement. Elle aime son emploi, se sent capable de mener à bien sa tâche et elle mange correctement, dort bien et fait de l'exercice. Elle se sent à l'aise et respectée au travail et dans son milieu de vie. Elle a l'impression que les gens de son entourage l'aiment et la comprennent. Malgré sa maladie mentale, Tara est en bonne santé mentale. Alors, comment pouvons-nous promouvoir la santé mentale? Comment faire pour qu'un plus grand nombre de personnes aient un bon état de santé mentale? Donc, vous voyez, maintenant, ce qui est important de retenir, c'est que la santé mentale, en fait, c'est l'équilibre entre le corps, l'esprit et dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit sociale, physique, mentale, économique, spirituelle, émotionnelle, en autant qu'il y a un équilibre, qu'on consacre autant de temps à un endroit qu'à un autre, puis qu'on s'assure, dans le fond, de répondre à tous ses besoins. Elle nous permet de nouer, d'entretenir des relations avec les autres, d'apprendre, de travailler, mais surtout de nous amuser puis d'apprécier la vie. Parce que pour avoir une bonne santé mentale, il faut être bien. La maladie mentale, elle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un changement qui va affecter la pensée, l'humeur, le comportement d'une personne, mais la détresse puis la souffrance que cette personne-là va vivre est tellement intense qu'elle va nécessiter un diagnostic et un support médical professionnel, parfois même avec un support médicament. Donc, les problèmes de santé mentale sont plus courants qu'on pense. Ils touchent un enfant ou un adolescent sur 5 en Ontario. C'est beaucoup, surtout en temps de pandémie. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent influencer la santé mentale, comme des facteurs biologiques. Donc, juste l'hérédité, ce qu'on peut remettre à nos enfants comme bagage, mais les expériences vécues aussi durant l'enfance, parce que la petite enfance, c'est l'endroit où les êtres humains se forment le plus. Les habitudes de vie, puis l'estime de soi,
Il y a des facteurs environnementaux, hein, comme le lieu de résidence, les facteurs relationnels. Quand on parle du lieu de résidence, il y a une différence entre quelqu'un qui vit à la campagne ou quelqu'un qui vit au centre-ville parce que les opportunités ne sont pas nécessairement les mêmes. On sait qu'il a été prouvé aussi que le bien-être de la nature forge beaucoup l'esprit et est très libérateur au niveau du stress et de l'anxiété. Donc, inévitablement, ça a un impact sur la santé mentale. Donc, toutes les qualités de nos relations qui sont établies avec les personnes de notre entourage peuvent influencer notre bien-être, le soutien affectif puis concret aussi de ces gens-là. D'autres conditions aussi peuvent influencer, comme par exemple les conditions de vie, les conditions économiques. On sait à quel point ça peut augmenter le niveau de stress. Donc, il est possible de changer certains facteurs. Puis, il y a certains autres, comme par exemple l'hérédité, hein, ou certaines conditions économiques, ben c'est pas nécessairement possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va faire pour agir sur certains de ces facteurs-là pour en fait augmenter notre bien-être, hein, puis peut-être adopter de meilleures habitudes de vie? Bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est d'avoir un langage au niveau de tout ce qui est l'expression des émotions, des sentiments, des sensations. Et comment on fait, en fait, pour différencier tout ça? Parce que souvent, on va parler d'émotions puis de sentiments, puis on va dire exactement la même chose, c'est toute la même chose. Mais la réalité, c'est que dans le concret, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, il faut comprendre que l'émotion, c'est universel. Donc, tout le monde vient au monde avec la même petite valise de 6 émotions. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût. Tout le monde vit ça. Évidemment, ils vont être vécus différemment selon le milieu de vie où vous êtes. Si on prend par exemple les gens au Japon, ben, souvent, d'exprimer hein, les colères ou les grandes tristesses, c'est peut-être moins bien vu. Donc, on va les exprimer un peu moins ou en tout cas, on va les vivre de façon plus familiale, plus cachée, moins communautaire. Donc, dépendant de l'environnement dans lequel on évolue, évidemment, l'expression de ces émotions-là va se faire différemment. Toutefois, elles se vivent de la même façon. Le corps humain va vivre une réaction qui est physique, en fait, reliée au cerveau. Le cerveau perçoit une situation comme un signal d'alarme et envoie une décharge d'hormones dans le corps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure une fraction de seconde. C'est passager, c'est de très courte durée. Puis, l'importance de comprendre que l'émotion qu'on est en train de vivre, OK, elle va être influencée par l'événement. Hein? Par la suite, s'il y a d'autres choses qui viennent, on va s'en aller plus vers les sentiments. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que Paul Ekman, qui est un psychologue et un chercheur qui a fait énormément de recherches depuis 1958 au niveau des émotions, c'est lui qui a établi le premier qu'on avait tous les mêmes émotions et que le cerveau envoyait cette alarme-là. Donc, ce qu'il explique par la suite, c'est que tout ce qui est sentiment est un construit psychologique. Ce qu'on entend par un construit psychologique, c'est-à-dire que, dans le fond, toutes les expériences qu'on a vécues, tout l'état affectif dans lequel on va se mettre après une émotion, hein, va être relié, dans le fond, à des représentations qu'on se fait. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui peut se vivre de façon plus intense, de plus intensément, ou de moins intensément, de façon plus durable ou de courte durée. Mais le sentiment, c'est vraiment l'importance, dans le fond, qu'on accorde à la réaction. Évidemment, cette importance-là va créer aussi des signaux au niveau de notre cerveau et va amener aussi la sécrétion de certaines hormones. Ces hormones-là, qu'est-ce qu'elles font en fait dans le corps? Pourquoi on a des hormones qui sont sécrétées par le cerveau lorsqu'on vit des émotions ou des sentiments à long terme? En fait, ce qu'elles viennent faire, c'est dire au corps, hein, parce que l'émotion sert à aviser le corps qu'il se passe quelque chose et puis qu'il faut réagir. Donc, elle va nous envoyer des sensations. Les sensations comme, ça va être une perception de nos organes vitaux ou même de nos 5 sens qui vont nous amener, dans le fond, à avoir des réactions psychologiques ou physiques. Donc, ça peut vraiment être même une douleur, hein,
Mais le cerveau va envoyer, dans le fond, au système nerveux central cette hormone-là, ce signal-là, pour lui dire, bon, ben OK, là, voici ce qui se passe, tu dois réagir. Il peut y avoir au niveau des sensations, des sensations comme l'augmentation du rythme cardiaque, de la respiration, des tremblements, de la sudation, hein, suer, les sueurs froides aussi. Donc, dépendant de l'émotion que vous allez vivre, les signes physiques, puis parfois même psychologiques, comme par exemple le stress et l'anxiété dont on parlera plus tard, eh bien, sont des résultats de ces réactions chimiques et physiques que le corps vit. Pourquoi on vous nomme ça? Pourquoi on démystifie ces trois choses-là? Parce que c'est important pour vos enfants. OK? Parce que, dans le fond, l'utilisation de ce vocabulaire-là avec les enfants va leur permettre d'apprendre à bien distinguer ce qui se passe dans leur corps, reconnaître les émotions et les sentiments, puis être en mesure de les exprimer. C'est un grand pas vers un bien-être puis une santé mentale équilibrée. On prend pour acquis que nos enfants connaissent cette information-là, mais ça prend toute une vie pour apprendre à gérer ses émotions. Donc, il est impossible de demander à un élève de gérer ça sans appui, surtout en ce moment avec nos élèves au virtuel, parce qu'il y a énormément de demandes qui ont changé. Donc, inévitablement, il y a beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'émotions qui sont vécues. Alors, c'est vraiment important de les accompagner. En ayant le même langage puis une meilleure connaissance, bien, il est plus facile de comprendre ce qui se passe. Puis bien, par le fait même, hein, de comprendre aussi le besoin qu'on a pour se calmer, puis trouver aussi une façon, une solution de résoudre la situation. Donc, développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants, c'est aussi leur offrir le passeport vers des relations saines et la capacité d'empathie et de résilience. Il faut savoir aussi que pour pouvoir avoir, en fait, une bonne santé mentale, bien, ça part aussi d'un horaire, hein, de l'horaire, de toutes nos habitudes de vie. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'avoir et maintenir une bonne hygiène de vie, c'est important. Mais en fait, c'est quoi l'hygiène de vie? Parce que quand on parle d'hygiène de vie, ce qui vient tout de suite en tête, c'est l'aspect physique, hein, l'importance de manger, de boire, de bouger, de se laver. Mais à quel point on met de l'importance sur ces points-là? Pardon. Parce qu'en fait, ce sont des activités qui sont tellement répétitives qu'on fait maintenant sans réfléchir pour répondre aux besoins de base de l'être humain. Mais avons-nous vraiment porté attention particulièrement aux choix qu'on fait pour répondre à ces activités-là ou pour répondre à nos besoins? En fait, est-ce que l'aspect physique, c'est le seul à avoir un effet sur notre hygiène de vie? Les choix qu'on fait en fonction de nos habitudes de vie vont influencer grandement la santé, notre santé, mais surtout celle de nos enfants. Parce qu'en fait, les enfants, si on veut qu'ils se développent sereinement et positivement, bien, il va de soi qu'on doit modéliser. Hein? C'est important de montrer l'exemple. De là où le dicton « les bottines suivent les babines » prend tout son sens ici. Alors, dans le fond, ce que je veux que vous reteniez, c'est que en commençant par nous, parents, à adopter un esprit sain dans un corps sain, bien, nos enfants, ils auront envie de respecter leur corps aussi. Je sais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur la diapositive, on vous présente quelques petits trucs, en fait, pour pouvoir répondre à l'hygiène de vie dans un horaire, d'installer des activités, mais qui vont répondre aux différentes sphères de développement de votre enfant et qui vont permettre, en fait, de continuer d'avoir une bonne hygiène de vie, même si on est un peu privé de sorties, un peu indisponible de contact. C'est difficile. La pandémie demande énormément d'ajustements. Donc, si vous regardez au niveau social, aller faire des courses puis avoir des responsabilités, c'est tellement important pour les enfants. Profitez des espaces du quartier. Si vous êtes plus près du centre-ville, à ce moment-là, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller vers les parcs, d'aller vers les endroits où est-ce qu'il y a de la nature. C'est important pour le bien-être autant de vous que de vos enfants. De maintenir des relations avec les proches puis avec les amis. C'est super important, les relations. On continue énormément de se développer lorsqu'on a des relations.
cognitif, de faire des petits jeux, des jeux de rôle à la maison, de la lecture, des casse-têtes. On a tendance à être constamment devant l'informatique, les ordinateurs, la télévision, la tablette, le cellulaire. Donc, mais on peut apprendre avec des choses à la maison, que ce soit des activités culturelles en ligne, des spectacles de musique, de faire de la cuisine, puis de faire des tâches ménagères à la maison, ou même de la rénovation. Il y a plein de gens qui se sont lancés en rénovation pendant la pandémie. Évidemment, physique, vous le savez, l'alimentation variée, les activités régulières, période de plein air, le bon sommeil, la qualité de vos enfants, du sommeil de vos enfants est tellement importante. Donc, ce sont le type d'activités qu'on vous recommande fortement pour aider votre enfant à conserver un équilibre. Donc, tout à l'heure, Mme Bérubé parlait de l'importance des compétences socio-émotionnelles, mais qu'est-ce que c'est en fait les compétences socio-émotionnelles? En fait, c'est important de comprendre que c'est un processus par lequel les élèves, vos enfants, acquièrent et appliquent efficacement leurs connaissances, les comportements et les compétences nécessaires pour être en mesure de bien comprendre et de gérer les émotions. D'être en mesure de se fixer et d'atteindre des objectifs qui leur sont positifs et qui sont à la hauteur de qu'est-ce qu'ils sont capables d'atteindre, de ressentir et de montrer de l'empathie pour les autres, d'initier et de maintenir des relations positives et de prendre des décisions responsables et gérer les défis de façon adéquate. Bien entendu, comme on vous disait, je vous le disais dans cette définition-là, c'est un processus. Donc, c'est certain qu'on ne s'attend pas à ce que dès que l'enfant débute son parcours académique, son parcours social, ait développé ces compétences-là. Donc, tout au contraire, en fait, c'est là où est-ce que l'école joue un grand rôle, mais c'est là où est-ce qu'aussi, en tant que parent, vous jouez un rôle super important pour le développement de ces compétences-là chez vos enfants. Puis ces compétences-là, eh bien, elles évoluent au cours des années, elles se développent de plus en plus au cours des années avec les apprentissages qu'on en fait avec vos enfants. Donc, l'apprentissage socio-émotionnel, eh bien, ça favorise le développement des 5 compétences suivantes. Dans un premier temps, on parle de la conscience de soi. La conscience de soi, en fait, c'est vraiment la capacité à être en mesure d'identifier ses propres émotions, ses propres pensées, ses valeurs et la façon dont elles vont influencer nos comportements, la façon dont elles vont influencer nos choix. C'est vraiment une capacité aussi à être en mesure d'identifier ses forces et limites avec confiance. Donc, c'est là où est-ce que l'enfant va venir à comprendre quelles sont ses qualités, où est-ce que sont ses talents, dans quoi est-ce qu'ils sont bons ou bonnes. Donc, c'est super important. Puis, comment est-ce qu'on arrive vraiment à développer cette conscience de soi-là? Eh bien, c'est vraiment lorsqu'on parle de développer le vocabulaire, tantôt on en a parlé, de développer un vocabulaire en termes d'émotion, eh bien, c'est là que ça rentre en ligne de compte, puis c'est vraiment là l'importance de développer ce vocabulaire-là, ce lexique de mots-là, mais aussi la compréhension de ces émotions-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, ça peut être par l'utilisation des livres, des films et d'histoires sociales, des histoires vécues. Puis ça peut être aussi à l'aide d'activités de jeux de table, détecteurs d'humeur ou des jeux de rôle. Donc, vraiment des jeux qui vont mettre en lumière ces émotions-là, puis d'amener bien qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous lorsqu'on vit ces émotions-là. On a en deuxième lieu la maîtrise de soi, l'autogestion. La maîtrise de soi, en fait, c'est vraiment la capacité d'être en mesure de régulariser ses propres émotions, ses pensées, ses comportements. Puis ça, bien, en fait, dans diverses situations et contextes. Donc, c'est la capacité également à être en mesure de gérer le stress. Je vais voir un petit peu plus tard avec vous là, les notions de stress et anxiété. Je ne prendrai pas le temps de le développer ici, mais c'est important de comprendre que c'est à ce moment-ci que ça se passe. Puis que ça l'amène vraiment aussi à contrôler les impulsions. Puis, la capacité à s'auto-motiver, à trouver qu'est-ce qui va nous encourager à se motiver. Comment est-ce qu'on développe cette maîtrise de soi-là? Eh bien, c'est vraiment en enseignant les signes avant-coureurs du stress. Qu'est-ce qui se passe avant que je vive du stress ou de l'anxiété? C'est quoi les effets physiques sur mon corps? Qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi? C'est quoi les stratégies de relaxation que je peux utiliser pour diminuer mon stress?
de réduire les distractions visuelles et sensorielles, de déterminer aussi un espace dans la maison pour être en mesure de revenir au calme. C'est super important. On parle également en troisième lieu de la conscience sociale. La conscience sociale, eh bien, c'est vraiment là où les élèves, votre enfant doit apprendre à s'adapter à l'humeur d'un groupe, puis à comprendre et à respecter les points de vue des autres, de reconnaître et d'apprécier la diversité dans un contexte qui revêt vraiment une importance particulière. Une conscience sociale bien développée favorise énormément l'adaptation sociale. Ça réduit le phénomène de l'intimidation, ça améliore les comportements prosociaux. Par prosocial, c'est vraiment tout ce qu'on entend au niveau des compétences sociales, des habiletés que votre enfant va développer tout au long de sa vie, en fait. Puis, donc, on peut parler au niveau de la gestion des émotions, on peut parler de comment est-ce qu'on se fait des amis, comment est-ce qu'on gère nos émotions, comment est-ce qu'on résout des problèmes, comment est-ce qu'on résout des conflits. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là. Il y en a une multitude, vous comprendrez. Et tout ça facilite vraiment la maîtrise des émotions. Donc, c'est vraiment aussi la capacité à comprendre le point de vue de l'autre, l'opinion de l'autre, de démontrer encore là de l'empathie et d'être en mesure d'identifier et de comprendre les normes sociales. Par normes sociales, ce qu'on entend, c'est vraiment tout ce qui est au niveau des consignes, les directives à suivre, les règlements dans les divers contextes dans lesquels votre enfant va évoluer, que ce soit à la maison, que ce soit en milieu scolaire. Donc, ce sont vraiment des règlements qui sont liés au comportement qu'on s'attend de l'enfant, qu'on s'attend de l'élève, et d'être en mesure de reconnaître aussi les ressources de soutien autour de lui. Donc, comment est-ce que ça se développe, cette conscience sociale-là? Eh bien, c'est vraiment en enseignant puis en pratiquant l'écoute active, l'empathie, de développer des notions de partage, tout ce qui est au niveau de la collaboration, la coopération, le respect. Ensuite, on voit que ça là aussi, ça développe la compétence des relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment la capacité à établir et de maintenir des relations saines et gratifiantes avec diverses personnes, avec divers groupes. C'est la capacité de communiquer clairement, de bien écouter, de collaborer avec les autres, d'éviter les pressions sociales inappropriées. Hein. Donc, c'est là aussi où est-ce que l'enfant va prendre de plus en plus conscience qu'il est capable de faire ses propres choix sans devoir suivre les autres. Donc, c'est là où est-ce qu'il va apprendre à gérer les conflits de manière qui sont constructives et d'arriver à être en mesure d'aller chercher l'aide nécessaire et d'offrir aux autres aussi de l'aide aux besoins. Donc, comment est-ce qu'on développe encore là cette fameuse habileté, cette fameuse compétence? Eh bien, c'est vraiment avec des activités de coopération, de collaboration, des jeux de rôle, des tours de rôle, d'enseigner aussi encore là l'écoute active, puis aussi avec la notion des gestes réparateurs. Donc, si par exemple l'enfant brise quelque chose, donc soit écrire une lettre d'excuse ou soit essayer de réparer en collant les morceaux. Donc, vraiment des petites notions comme ça qui amènent l'enfant à prendre connaissance que dans le fond, les gestes peuvent être réparés. Il y a également la notion de la compétence, en fait, la dernière, qui est la prise de décision. Donc, c'est vraiment là la capacité à faire des choix qui sont constructifs concernant le comportement aussi qu'il va devoir adopter en fonction du choix qu'il va avoir. Donc, il est en mesure de voir quelles sont les conséquences positives ou conséquences négatives associées à ce choix-là. Aussi, c'est vraiment d'adopter les interactions sociales, excusez-moi, en fonction des normes, en fonction des normes sociales, en fonction de l'éthique, en fonction des règlements, des enjeux, en fonction de la sécurité. C'est la capacité à prendre des décisions et de résoudre des problèmes, et bien évidemment, et préférablement, sans violence. Donc, comment est-ce qu'on arrive à développer cette compétence-là? Mais c'est tout avec des activités de mise en situation, de résolution de problèmes, encore là, des histoires, des jeux de société, en enseignant la résolution de conflits, l'ouverture et l'esprit critique, hein, l'ouverture par rapport aux opinions des autres, par rapport aux idées des autres, d'expliquer aussi les choix que vous faites pour que votre enfant soit en mesure de comprendre que quand on fait un choix, il y a une raison pour laquelle on fait ce choix-là. Donc, ça amène votre enfant aussi à développer son esprit critique puis à
à développer des compétences pour vraiment être en mesure de faire, de comprendre la notion de bon et de mauvais choix. Et c'est sûr que ça demande aussi de lui retourner aussi la question à votre enfant, mais toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Donc, en même temps, bien, c'est aussi de lui amener des stratégies pour pouvoir y parvenir. Maintenant, on arrive vraiment à la notion de stress versus l'anxiété. Le stress, en fait, ça survient lorsque l'on vit une situation, un événement nouveau ou qu'on perçoit quelque chose de menaçant. Il faut comprendre que la notion du stress, c'est quelque chose qui est vraiment, ça dure d'une très courte durée. Oui, il y a l'hormone du stress qui est enclenchée lorsque le stress se vit, que l'on appelle l'adrénaline, mais au niveau de la notion du stress, étant donné que ça dure d'une très courte durée, le corps est en mesure d'adopter des stratégies, puis d'être capable d'utiliser des méthodes de relaxation plus favorablement et plus facilement à la suite de ce stress-là. Alors qu'au niveau de l'anxiété, il faut comprendre que c'est un ressenti désagréable qui correspond vraiment à l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. Donc, l'anxiété, c'est un phénomène tout à fait normal, tout comme le stress. Tout le monde en vit, c'est présent chez tous les individus. Toutefois, au niveau de l'anxiété, ce que ça fait, c'est que ça peut prendre un caractère vraiment excessif, intense. Donc, les personnes anxieuses sont envahies par ce sentiment d'inconfort ou de peur secondaire vers une anticipation qui devient excessive. Puis, c'est vraiment l'anticipation d'éventuelles difficultés qui vont survenir, d'un événement, d'un danger quelconque qui va survenir, même avant que les problèmes ne soient vraiment arrivés, ne soient vraiment survenus. Donc, c'est avant même que la personne ait repéré précisément ce qu'elle redoute. Donc, en fait, il n'y a pas de fait qui dit que cette situation-là va se produire. Donc, c'est vraiment un construit que l'individu se fait, que la personne se fait dans cette fameuse anticipation-là. Quand on parle au niveau de l'hormone du stress, eh bien, il faut comprendre que oui, il va y avoir un déclenchement de cette hormone-là. Donc, il y a l'adrénaline qui va se propager à l'intérieur. Mais au niveau du stress, il faut comprendre qu'il y a un point de rupture qui se fait. L'anxiété, habituellement, devrait durer entre 3 et 4 minutes. Si cette anxiété-là demeure plus longtemps, c'est que la personne nourrit par des pensées négatives, par des pensées désagréables qui font que ça poursuit ce cercle de l'anxiété. Et c'est là où est-ce que il y a un point de rupture qui se fait et le corps n'est vraiment plus en mesure d'être capable de contenir toute cette anxiété-là, d'où le fait de l'apparition des signes physiques et des signes psychologiques. Je vais quand même passer relativement très rapidement au niveau des signes, mais vous allez voir aussi tantôt quand j'ai débuté avec la présentation, il y a quand même une certaine similitude là, au niveau des signes et symptômes apparentés à l'anxiété, le stress. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'anxiété, ces symptômes-là, ces signes-là sont de plus longue durée et plus intense. Donc, au niveau physique, on parle transpiration, main moite. Puis ça, c'est des choses qu'on peut voir chez l'enfant également. Rythme cardiaque un petit peu plus rapide, la bouche sèche, des maux de tête, des maux de cœur, des mal de ventre, des papillons. Hein. Souvent, les enfants vont dire « j'ai des papillons dans le ventre », une envie là, d'aller fréquemment à la salle de bain, des respirations rapides, muscles tendus, une fatigue plus grande. Ronger les ongles, jouer avec ses cheveux. Hein, beaucoup vont tourner les cheveux. Hein, en classe, on voit beaucoup ça. Ronger les ongles également, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Tremblement. Au niveau des signes psychologiques, bien, c'est des difficultés à se concentrer. Hein, souvent, on est perdu dans ses pensées. Les pensées sont un petit peu partout. Difficulté à revenir sur qu'est-ce qui se passe dans l'immédiat. La mémoire nous joue des tours, donc on n'oublie plus rapidement, le sommeil est perturbé. Souvent, l'enfant va dire « j'ai fait des mauvais rêves » ou « j'ai pas bien dormi », donc il y a une petite insomnie qui peut apparaître. On parle d'irritabilité, hein, de panique aussi, de nervosité, un isolement. Ça peut arriver que l'enfant, l'élève désire d'être de plus en plus seul parce qu'il a de la difficulté à faire face justement à cette anxiété-là. Manque de motivation. Et manque d'intérêt envers les activités et manque d'intérêt à aller vers les autres.
D'où le fait l'importance de la pleine conscience. La pleine conscience. Si tu me permets, Mme Véronique, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport au point de rupture. Pour les parents, c'est important de bien comprendre. Mme Véronique vient d'expliquer qu'il y a certains signes psychologiques qui émanent au niveau du cerveau, donc la difficulté de concentration, la mémoire qui nous joue des tours. En fait, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'à partir du moment où il y a le déclenchement de l'alarme, de l'anxiété, de cette peur-là, de cette crainte-là, le système limbique bloque le reste du cerveau parce que ce qu'il veut, c'est protéger le corps, amener l'organisme, dans le fond, à réagir. Donc, de là, pourquoi il y a une apparition des symptômes lorsque la sécrétion de l'adrénaline se fait. À partir du moment où le système limbique bloque le reste du cerveau, on n'a plus accès à cette mémoire-là, on n'a plus accès à cette concentration-là, on n'a plus non plus vraiment accès à cette réflexion-là. Donc, lorsqu'on parle du point de rupture, c'est justement que l'enfant a vécu des symptômes toute la journée, n'a pas été en mesure de les exprimer de la journée. Puis là, tout d'un coup, on essaie de le faire s'habiller, puis il y a sa petite mitaine mouillée là, qui ne veut pas rentrer, ou il essaie de mettre sa botte, là, puis il y a son petit bout, puis tout d'un coup, une méga crise éclate. On est presque en train d'arracher la porte du garde-robe de l'entrée. L'enfant est complètement déconnecté de la réalité. C'est une crise majeure, puis on ne sait même pas pourquoi ça existe. Et ça ne donne rien de se fâcher, puis d'essayer de faire une discipline avec l'élève qui est en crise ou avec l'enfant qui est en crise, parce qu'en réalité, son système limbique a bloqué tout le restant. Il n'y en a pas de réflexion, il n'y en a pas de mémoire. On n'est pas en mesure de gérer en ce moment. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand il y a une rupture comme ça, c'est qu'il y a eu une accumulation au courant de la journée, au courant des derniers jours. Puis ce qu'il faut, c'est calmer l'enfant. Il faut vraiment arriver à prendre sur nous, donner un moment à l'enfant pour se calmer. Et lorsqu'il va revenir à lui, faire un retour sur qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour en arriver à éclater pour une mitaine ou pour un petit bas. Donc, il faut vraiment bien saisir cet aspect-là parce que chez nos tout-petits, il y a souvent des points de rupture, étant donné que la communication des émotions, elle est plus difficile. Donc, vous comprenez l'importance maintenant, pourquoi on a dit c'est important d'avoir un langage au niveau des émotions, des sentiments, de les exprimer, de comprendre les sensations, parce que souvent, vos enfants ne sont pas en mesure de nommer une émotion ou un sentiment. Ils vont vous dire « j'ai mal au ventre ». Mais si l'enfant a mal au ventre pendant 3 jours, il vit peut-être quelque chose de difficile. Donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre parce qu'au niveau de l'éducation socio-émotive, bien, ça passe beaucoup d'abord chez les cocos par les sensations qu'ils vivent. Il faut être à l'écoute de ça, puis il faut être vraiment capable de s'arrêter pour bien saisir ce que l'enfant est en train de vivre. Merci beaucoup, Mme Béoué. Donc, c'est ce que je disais, en d'où l'importance d'être en mesure de pratiquer cette fameuse pleine conscience-là. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? En fait, ça consiste à prêter attention sur le moment présent, c'est-à-dire à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations corporelles, sans les qualifier de bonnes ou de mauvaises. C'est vraiment juste l'importance de se centrer sur qu'est-ce que je vis, moi, en ce moment, actuellement, puis d'en prendre conscience. Donc, ça l'aide à se détendre et à composer avec les situations de stress, avec les situations de frustration, mais tout aussi avec les émotions désagréables, les émotions qu'on vit intensément. Donc, c'est super important. Puis, qu'est-ce que ça l'amène, en fait, cette fameuse pleine conscience-là? C'est que ça favorise le bien-être émotionnel et mental et ça diminue, comme je le disais tout à l'heure, tous les effets que le stress et l'anxiété peuvent avoir sur notre santé, sur la santé de vos enfants. Donc, la pleine confiance, la pleine conscience, dont la méditation, c'est vraiment d'amener à créer un espace de sérénité, d'apaisement, de bonheur intérieur. Donc, ça permet vraiment de faire face aux différentes situations de la vie quotidienne qui engendrent, comme je disais tout à l'heure, des émotions désagréables comme la colère, la peur, la tristesse ou des sentiments agréables, intenses, l'excitation, la surexcitation, la joie. Même les enfants très jeunes peuvent apprendre des techniques de relation facilement. On peut les encourager, par exemple, à faire la respiration profonde, la cohérence cardiaque, donc vraiment d'inspirer et d'expirer en gonflant et en dégonflant leur ventre comme un ballon.
Et aussi pour les entraîner au relâchement musculaire, par exemple, on peut leur dire d'abord de faire comme s'ils étaient un spaghetti cru. Hein? Le spaghetti cru, il est raide, il est dur, donc on raidit les muscles de notre corps, puis on relâche en expliquant à l'enfant que c'est comme devenir un spaghetti cuit, hein? Donc un spaghetti mou. Donc tout là devient le relâchement musculaire de notre corps. Donc, si vous voyez là à travers la diapositive les bienfaits de la pleine conscience, tout à l'heure, je disais oui, ça procure le bonheur intérieur, un espace de sérénité, d'apaisement, mais ça a tout aussi d'autres effets. Donc, par exemple, ça l'aide à mieux se concentrer, à diminuer les peurs, à améliorer notre humeur, notre bonne humeur, de calmer la tempête qui se passe dans notre tête. C'est souvent ça qu'on va expliquer aux élèves, aux enfants. Ça l'aide également à vivre les émotions et être en mesure de les gérer. En apprenant la pleine conscience, bien, c'est prendre le temps de vivre notre émotion et d'arriver à trouver des stratégies pour la gérer, à la contrôler. Et aussi, ça améliore l'équilibre qui se passe entre notre tête et notre corps. Donc, pour entrer en la matière avec le temps de qualité avec les parents, je vais laisser à Mme Bérubé la parole pour vous expliquer la fameuse théorie de si on donne un temps de qualité, ça serait comme si déposer des sous dans un guichet automatique. Donc, en fait, un guichet automatique, c'est vraiment plaisant. C'est une belle machine. On sait qu'on peut déposer des et donc, inévitablement, on voit notre compte gonfler. Puis, on aime toujours regarder notre compte puis de voir qu'il y a un certain montant. Hein? Donc, un plaisir à ça. Donc, à tous les 2 semaines, lorsqu'on reçoit notre chèque de paye puis qu'on voit notre compte, on est super content. Bon, souvent, on le sait déjà, il est déjà dépensé parce que là, on va commencer à rentrer dans les enveloppes les petits bills qu'il faut payer. Hein? Puis là, on voit notre compte qui descend. Mais dans le fond, un enfant, c'est un peu le même principe. Donc, c'est comme un guichet automatique. Si on veut le voir gonfler, si on veut avoir du plaisir à le regarder, si on veut qu'il soit bien, bien, il faut le remplir aussi. Hein? Donc, il faut envoyer dans notre guichet automatique des montants. Il faut déposer une paye. Mais est-ce qu'on va déposer une paye juste aux 2 semaines? Non. Donc, l'enfant a besoin qu'on fasse un dépôt au guichet automatique à tous les jours. Lorsque vous prenez du temps de qualité avec vos enfants, c'est comme quand vous déposez votre chèque de paye dans votre compte de banque. À l'inverse du chèque de paye, c'est que vous devez le déposer à tous les jours. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est très simple. On a tendance à croire que parce qu'on est avec les enfants dans la maison, on leur donne du temps de qualité. Donc, par exemple, si je décide d'amener mon enfant avec moi à l'épicerie, mais que l'enfant il est déjà en crise avant de partir parce qu'il ne veut pas y aller à l'épicerie. Bon. Bien, même si rendu à l'épicerie, on arrive à le faire rire, on arrive à chanter des chansons dans l'allée ou à le faire participer. S'il ne voulait pas y aller, ce n'est pas un temps de qualité. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas amener votre enfant, ce n'est pas ça. Sauf que ça ne va pas nécessairement déposer une paye dans le guichet automatique, mais ça va déposer comme un bill. Parce qu'il a été obligé d'y aller. Ça ne tentait pas. Donc, il faut vraiment faire la part des choses parce que parfois, ce qu'on pense être du temps de qualité pour nos enfants n'est pas nécessairement ce que lui voulait. Ce n'est pas nécessairement son attente à lui ou son besoin à lui. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que si on veut que notre compte de banque, c'est-à-dire notre enfant, s'épanouisse, bien, il faut vraiment aller faire des dépôts tout le temps. Parce que si on attend juste le chèque de paye, puis qu'on le sait qu'il est déjà dépensé avec les billes, et finalement, notre compte de banque, il ne grossira jamais. Donc, l'enfant, c'est la même chose. Si on veut qu'il s'épanouisse, il faut vraiment aller déposer tous les jours. Comment on fait pour déposer? Véronique, elle va vous expliquer ça. En fait, ici, j'ai envie de vous proposer quelques activités. Puis, vous allez voir, hein, il y a parfois des activités aussi banales qu'on pourrait penser peuvent avoir des effets hyper bénéfiques chez nos enfants, chez nos élèves. Donc, par exemple, de profiter des tâches, de faire des tâches en famille. Souvent, hein, on est surchargé.
on doit se déplacer pour aller au travail, on va se déplacer pour aller porter notre enfant à l'école, on va revenir à la maison, là, c'est l'heure du souper qui nous attend, les devoirs de notre enfant. Puis là, on n'arrive pas là. Après ça, c'est bon, bien là, on va préparer l'enfant pour son coucher. On va avoir peut-être pris le temps de faire un petit temps devant la télévision. Mais en fait, il y a bien d'autres tâches qui peuvent faire bénéficier, bien d'autres activités qui peuvent faire bénéficier agréablement ce beau temps de qualité avec vos enfants. Lorsqu'on manque de temps, il faut parfois faire d'une pierre deux coups. Hein, vous l'entendez souvent, cette expression-là, mais elle vaut son pesant d'or un petit peu dans cette situation-là parce qu'elle permet vraiment lorsqu'on profite des tâches quotidiennes pour prendre des nouvelles, hein, de jaser avec votre enfant, avec votre plus vieux, par exemple, en faisant la vaisselle ou vous mettez aussi à jour avec votre plus jeune en le conduisant à ses activités sportives, d'avoir des discussions, de regarder, mais comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui était moins agréable pour toi? Puis en même temps, mais ça permet aussi à votre enfant d'échanger sur son vécu, hein, les émotions qu'il a vécues, puis de voir, mais ensemble, comment est-ce qu'on peut arriver aussi à trouver des stratégies pour être en mesure de contrer certaines émotions vécues par votre enfant. Aussi, c'est le moment aussi qu'on va venir féliciter, par exemple, notre enfant pour les bons coups qu'il a fait dans sa journée. Parce que peut-être si on n'aurait pas pris ce temps-là à travers nos tâches, bien, on n'aurait peut-être pas su qu'est-ce que notre enfant a été fier de lui aujourd'hui, d'être en mesure de le féliciter. On propose aussi d'éteindre la télévision. Les fins de semaine et pendant les repas. Éteignez la télévision et prenez le temps de vous parler ou faire des petites activités, que ce soit un pot avec des questions à l'intérieur, un petit quiz. Donc, vraiment, des petites activités simplistes, mais qui peuvent vraiment vous amener à rire en famille, à rigoler, à avoir beaucoup de plaisir et à échanger, en fait, sur divers sujets. Prendre le temps de s'amuser ensemble. Prenez un peu de temps chaque jour pour vous amuser avec les plus petits, avec vos plus grands, que ce soit en jouant à des jeux divertissants, mais pas seulement des jeux éducatifs, parce que vos enfants travaillent très fort dans la journée, je peux vous le garantir. Donc, vraiment, arriver à la maison et de pouvoir relâcher un petit peu ce petit côté académique, éducatif, ça fait du bien. Puis on ne se le cachera pas, nous aussi, quand on travaille, on a envie de se divertir rendu à la maison, mais c'est comme ça aussi pour nos enfants. Avec les plus vieux, bien, ça peut être simplement d'écouter quelque chose de drôle avec nos plus vieux, soit sur leur appareil électronique, parce que c'est un petit peu ça aussi la tendance des derniers temps, ou de raconter des blagues. Vraiment, le rire, c'est une excellente façon de tisser des liens et de les conserver. Et vous savez, hein, en fait, notre cerveau est programmé pour chaque émotion que l'on vit de revenir automatiquement à la notion de bonheur. Donc, chaque fois qu'une émotion est vécue, ce qui se passe après, c'est le retour à la joie. Donc, pourquoi ne pas en profiter puis vraiment l'amener à la vivre constamment? Mettre des activités prévoir déjà des activités à l'agenda dans votre semaine, une activité quelconque, de préférence que votre enfant pourrait avoir choisi aussi. Pourquoi je dis choisi? Bien, c'est si on choisit toujours un peu pour l'enfant, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce qu'il aurait aimé faire durant cette semaine-là. Ça revient un petit peu aussi à la théorie que Mme Bérubé vous disait tantôt, de mettre des sous dans le guichet automatique. Mais si on choisit toujours pour l'enfant, mais il n'a pas la chance, lui, de vouloir faire les choses à laquelle il aurait pensé. Donc, c'est une manière aussi d'investir dans votre petit guichet. Donc, d'avoir des activités à l'agenda déjà établies, c'est que ça permet d'établir un peu un engagement. Donc, l'enfant est conscient qu'il va avoir cette activité-là, donc il a hâte d'arriver à ce moment-là. Donc, vraiment, prenez le temps d'inscrire les activités puis même avec vos proches. Si, par exemple, il y aurait une sortie avec un grand-parent ou quelque chose comme ça, de l'inscrire à l'agenda. Ça fait toujours plaisir aux enfants qui ont hâte de passer du temps avec nous. Ça peut être aussi toute question au niveau des compétitions sportives ou des concerts de musique, toutes les activités dans lesquelles votre enfant est inscrit, de le mettre à l'agenda aussi. Puis essayez aussi d'inscrire vraiment les activités que vous voulez faire en famille.
à l'avance. Puis comme je disais tout à l'heure, ce que ça va amener, c'est que l'enfant va sentir que c'est important pour vous. Puis vous allez être heureux aussi d'avoir pris ce temps-là avec vos enfants. Manger ensemble, c'est pas toujours évident. Hein? Puis souvent, là, on arrive avec nos ados, on a nos plus jeunes, puis là, on se fait signe, OK, mais tu viens d'arriver de l'école, prends ton assiette. On a parfois un beat de vie un peu chamboulé, si on veut, avec toutes les obligations qu'on a. Donc, de vraiment faire des repas, des moments privilégiés où vous prenez le temps de vous parler et de prendre des nouvelles de chacun. Donc, essayez que ce soit de prévoir des déjeuners la veille pour avoir davantage de temps pour manger avec vos enfants, ou si c'est difficile, bien que tout le monde, si c'est difficile pour que tout le monde soit là à l'heure du souper. Ça peut être tout simplement de prévoir au moins un soir dans la semaine non négociable où est-ce que c'est primordial que tout le monde soit assis, réuni autour d'un bon repas, autour de votre table. Donc, et en même temps, n'hésitez pas à demander à vos enfants de l'aide. Ils adorent ça, nous accompagner dans les préparations des repas, surtout nos plus petits. De relaxer en famille, hein? D'écouter un bon film collé avec nos enfants, hein? De faire du yoga avec nos enfants, de prendre des temps juste de se coller, de pouvoir passer un temps d'affection ensemble. Donc, ce sont vraiment des activités, comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement de sortir un jeu de société, c'est vraiment des petits moments de la vie qui nous amènent, dans le fond, à pouvoir échanger des moments de qualité avec nos enfants. Tout à l'heure, je vous parlais de ce fameux bonheur. En fait, ce bonheur se fait à l'aide de quatre hormones qui sont en fait définies comme étant les hormones du bonheur et qui ont un impact très important dans l'importance de maintenir notre réseau social, d'où le fait, je vous disais tout à l'heure, que nos enfants ont besoin de continuer, malgré la situation actuelle, d'avoir des contacts humains avec des amis ou avec d'autres membres de l'entourage. Donc, de nos jours, nous vivons vraiment un rythme effréné en essayant de trouver un équilibre entre le travail, entre les loisirs, la vie. C'est la même chose aussi pour nos enfants. Puis, c'est souvent notre vie sociale, malheureusement, qui est mise de côté. Mais c'est important d'établir et de maintenir les liens avec les autres, puis ce qui est vraiment plus important, puis on n'y pense pas tout le temps. Puis, en effet, les rapports sociaux peuvent apaiser l'anxiété, les symptômes dépressifs, d'aider à gérer nos émotions, à améliorer notre estime de soi, notre estime personnelle, l'empathie même, et de renforcer aussi notre système immunitaire. Hein? Donc, ça paraît difficile à croire, j'en conviens, mais chaque conversation a le potentiel de générer des retombées vraiment importantes. Ça augmente l'énergie, la motivation, la notion de clarté, de précision, le sens. Donc, c'est comme il y a un psychologue qui s'appelle Richard Davidson, qui a fait énormément d'études à travers les années. Là, je fais un petit cours Science 101. Lui a découvert à travers le cortex préfrontal, la partie vraiment du cerveau qui est ici, là, derrière votre fond, qui est directement impliquée dans l'aptitude du bonheur de la façon suivante. Il y a les émotions désagréables qui se trouvent dans le cortex préfrontal droit, alors que les émotions agréables se trouvent de votre côté gauche. Du point de vue de l'évolution, à travers les expériences, ce psychologue-là a découvert que les émotions agréables sont à l'origine du mouvement d'approche. Ce qu'on entend par mouvement d'approche, c'est l'envie de vouloir célébrer, de vouloir partager la joie que l'on vit, les émotions agréables que l'on vit. Alors qu'au niveau des émotions désagréables, elles sont à l'origine du mouvement d'évitement. Donc, on s'éloigne. Hein? Un peu comme, par exemple, le dégoût. Hein? La nourriture qui nous dégoûte, ce qu'on va avoir, c'est de repousser notre assiette. Si on a peur, hein, on voit un chien qui nous semble menaçant, notre envie, ça va être quoi? Ça va être de fuir. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que l'interaction humaine positive, elle amène vraiment des émotions
positive au cerveau, puis ça permet la sécrétion des hormones liées au bonheur, dont les 4 que je vous parlais tout à l'heure, qui favorisent les différents points, dont l'énergie, la motivation, la confiance en soi, et qui influencent le bon fonctionnement de votre corps humain. Mais en virtuel, on fait comment pour avoir accès à tout ça pour nos enfants? Bien, la première chose à faire, c'est de continuer à avoir des contacts avec leurs amis, de continuer à avoir des contacts avec vos proches. Il faut vraiment briser l'isolement, puis même aussi de développer de nouvelles relations amicales. Puis en tant que parent, surtout en tant que pandémie, chez les plus jeunes, vous jouez un rôle super important là-dedans, étant donné que si vos enfants sont en virtuel, ils apprennent à connaître d'autres élèves qui viennent de d'autres écoles habituellement. Et puis, c'est à travers les heures de classe et à travers les travaux d'équipe qu'ils réussissent à entretenir de nouveaux liens. Donc, si, par exemple, votre enfant vous dit, écoute, maman, j'ai quelqu'un dans ma classe qui aime les mêmes choses que moi, bien, peut-être encourager votre enfant de dire, bien, OK, comment il s'appelle, ami? Est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on regarde pour avoir ses coordonnées ou son adresse Internet pour qu'on puisse pouvoir communiquer et jouer avec lui? Donc, au niveau des 4 hormones, je vous fais un bref descriptif de chacune. La dopamine, elle permet vraiment la communication au niveau du système nerveux. Et c'est l'une de celles qui influence directement le comportement de vos enfants. Donc, la dopamine renforce les actions habituellement bénéfiques, telles que manger un aliment sain, en provoquant vraiment cette sensation de plaisir-là. Donc, c'est vraiment, ça l'active le système de récompense, le renforcement. Ça joue un rôle dans la motivation, dans l'aspect de donner du plaisir et de favoriser la créativité et l'imagination. D'où l'importance de favoriser la lecture. Puis ici, le sommeil et la méditation permettent vraiment de libérer l'énergie vitale à votre enfant, à l'individu. On parle de la sérotonine dans un deuxième temps qui, elle, est vraiment impliquée dans la gestion de l'humeur et qui est associée à l'état de bonheur. Donc, elle réduit vraiment la prise de risque. Elle pousse l'enfant à maintenir une situation qui lui est favorable. Donc, il va faire des choix qui vont aller, il va y aller plus en fonction de faire des bons choix. Et donc, c'est vraiment lié à un sentiment de sécurité. En d'autres mots, il stabilise l'humeur et permet de réguler les comportements. On parle de l'ocytocine qui, elle, joue un rôle notamment au niveau de la confiance, au développement de l'empathie et de la générosité. Donc, c'est vraiment la molécule de l'amitié. Elle permet de percevoir les émotions chez les autres, ce qui favorise vraiment l'approche, le développement de l'empathie. Puis elle diminue également le stress et l'anxiété. Ici, les compliments, l'affection, la tendresse, les câlins, faire des bonnes actions, donc rendre service, par exemple, joue un rôle important dans la sécrétion de cette hormone-là. Puis depuis, bien, elle permet vraiment l'établissement et le renforcement de la confiance relationnelle. Et puis, pour terminer, bien, on a l'endorphine qui, elle, procure vraiment une sensation de bien-être intérieur, d'où l'importance, comme je vous parlais de tout à l'heure, de la pratique de la pleine conscience, de la relaxation, de la respiration qui permet vraiment également de réduire le stress. Elle diminue également la douleur et la fatigue, puis elle favorise un bon système immunitaire. Donc, le sport et l'endurance physique sont des pratiques importantes dans la sécrétion de cette endorphine-là. Mais comment est-ce qu'on arrive, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce contexte particulier de virtuel, de pandémie, à pouvoir continuer à pratiquer la sécrétion de ces hormones du bonheur-là? Eh bien, je vous laisse avec Mme Bérubé pour vous y apporter quelques exemples. Donc, dans le fond, ça semble bien compliqué, mais au final, c'est quand même assez simple. L'important, c'est de maintenir le réseau social des élèves. Donc, à partir du moment où on est tombé en pandémie, on a un peu perdu nos repères socialement. Et tout l'aspect technologique a compliqué aussi certaines relations qui sont à distance. Là, je peux vous parler d'une tranche de vie. Moi, mes enfants, pour moi, c'est extrêmement difficile. La famille habite à 6 heures d'ici. Donc, si, comme parent, j'investis pas du temps pour que mes enfants continuent d'avoir des relations avec leurs proches qui sont loin,
eh bien, c'est sûr que par eux-mêmes, parce qu'ils sont trop jeunes, n'auront pas le réflexe de le faire et donc vont se priver du bien-être de ces relations-là. Donc, comment on fait? Eh bien, d'abord, on continue de garder le contact justement avec les membres de famille qui sont plus éloignés, hein, ou même avec des amis de la famille, parce que souvent, notre famille est peut-être très, très loin, mais on a aussi des amis qu'on fréquente, puis qu'en ce moment, on ne peut pas vraiment. Donc, que ce soit par téléphone ou par les réseaux sociaux, ou que ce soit aussi en virtuel comme ça, devant la caméra. Donc, créer des moments, des événements, justement, pour pouvoir se retrouver. Ne serait-ce que de concocter un petit souper qu'on mange devant la caméra avec une partie de notre famille qui n'est pas dans la même maison que nous, hein. Donc, il y a moyen là, de s'assurer, dans le fond, de rester en contact avec ces gens-là. On peut écrire une lettre ou une carte postale à quelqu'un de significatif pour l'enfant. Vous n'avez pas idée à quel point l'enfant va vivre de la fierté d'avoir écrit un message. Bien entendu, vous allez devoir probablement appuyer beaucoup au niveau de l'écriture du message, mais ne serait-ce que de dire, ben moi, j'écris un petit message, puis mon enfant fait un dessin à côté, et puis on l'envoie. La fierté de pouvoir envoyer un message, puis on n'y pense pas parce que maintenant, on est rapide sur les courriels, sur les textos, mais envoyer une carte postale ou une lettre par la poste, c'est vraiment un événement en soi. Puis inévitablement, votre enfant fait aussi un apprentissage. Ah oui, on met une lettre dans une enveloppe, on en met un thème sur l'enveloppe, on doit mettre des adresses sur les enveloppes. Comment on fait ça? Où on va porter la lettre? Donc, il y a un apprentissage qui se fait aussi tout en restant en contact avec des gens et en développant la fierté de votre enfant. On peut s'inscrire aussi à des nouveaux clubs ou une nouvelle activité de groupe en ligne. Donc, oui, vos enfants développent des nouvelles relations en salle de classe virtuelle avec des enfants qu'ils ne connaissaient pas, qui n'étaient pas de leur école originale. Toutefois, il y a aussi la possibilité. Si on prend, par exemple, la Maison de la francophonie de l'Ouest d'Ottawa, qui a mis sur pied différentes activités virtuelles, des camps de jour, vous pouvez inscrire vos enfants là. Donc, les enfants ont non seulement accès à des activités qui sont vraiment intéressantes, mais en plus, ils rencontrent des enfants, des gens d'un petit peu partout à travers le territoire. De trouver aussi des projets, hein. On peut permettre ou organiser des rendez-vous virtuels pour clavarder, jouer à des jeux en ligne avec des amis, mais on peut aussi trouver des projets à faire avec ces amis-là, même si c'est à distance, hein. Créer des activités amusantes comme une bande dessinée, des histoires drôles, du bricolage, des dessins, hein. Ils peuvent s'imprimer des dessins à la maison ou se donner des consignes, puis ils dessinent, puis après ça, ils comparent leurs images. Donc, ou même des chasses aux objets. Alors, il y a moyen de faire des jeux, même si on est devant une caméra. On peut faire aussi une activité extérieure. Là, évidemment, on peut moins glisser, faire de la raquette. On est en train de perdre notre neige, mais aller jouer au parc, aller prendre une marche avec d'autres amis, aller marcher en forêt avec nos chiens, en autant qu'on respecte les consignes de santé publique, hein, c'est ça qui est important. Mais ça n'empêche pas de voir des gens puis de garder nos distances. Évidemment, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, hein, c'est important de garder un contact avec notre quartier, avec notre communauté. Donc, aller prendre une marche dans le quartier pour redécouvrir ce qu'il y a autour de nous, ce qui a changé pendant qu'on était un peu plus enfermés, hein, aller à la rencontre des voisins, tout en respectant, bien entendu, la distance sociale, mais c'est important pour l'enfant de continuer de voir que ces relations-là, elles existent. Et plus l'enfant va vivre du positif par rapport à ça, bien évidemment, plus il va sécréter ces 4 hormones-là et donc, on vise le bien-être et la santé mentale de votre enfant. Pour vous outiller un petit peu, hein, parce que ce n'est pas toujours évident de savoir où chercher des jeux en ligne lorsqu'on fait des playdates avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on a fait, moi et Mme Véronique? C'est-à-dire, on vous a donné quelques sites Internet interactifs que vous pouvez utiliser. Donc, ce sont des jeux que les enfants peuvent faire et qui sont, il y en a qui sont très ludiques, il y en a qui peuvent être aussi éducatifs. Donc, chacun dans le fond, des liens ici, va être accessible puisqu'on va vous envoyer la présentation PowerPoint et aussi c'est-à-dire slide, et on va aussi vous envoyer une affiche dans laquelle vous allez avoir plein de liens
pour des outils pour vous, pour des articles ou même d'autres petites activités à faire avec les enfants. Donc, on va vous faire parvenir ces outils-là auxquels vous aurez accès. On espère que ça vous sera utile et que ça vous donnera un petit coup de pouce pour ajouter des choses à l'horaire, mais qui va permettre à l'enfant d'avoir du plaisir puis de garder cet équilibre pour avoir une bonne santé mentale, mais pour vous aussi. Alors, on vous remercie d'avoir été présent ce soir et puis on espère que ça vous sera utile et que vous avez apprécié. À la prochaine. Merci beaucoup, Véronique et Geneviève. C'était une présentation, ma foi, assez intéressante, pleine de ressources, plein de nouvelles informations. Moi-même, je trouve que j'en ai appris. Puis j'ai pas d'enfants à la maison, donc, mais je pense que ça peut aussi se transposer comme dans nos salles de classe. Donc, c'est excellent. Merci beaucoup. Je vais, juste avant d'arrêter l'enregistrement, je vais juste vous dire que, comme je l'ai dit au départ, cet atelier est le numéro 1 d'une série de 3. Donc, les 2 prochains ateliers, le prochain est le 31 mars, à 7 heures, de 6 heures à 7 heures, je veux dire, et ça porte sur le lien de l'attachement. Donc, on sait que vous avez développé des superbes liens en famille, mais souvent, quand ça arrive à utiliser ces liens-là à l'école, à la maison, les enfants peuvent vous comprenez pas pourquoi votre enfant réagit d'une telle façon, on veut pas réussir ou faire une tâche. Donc, cet atelier-là va porter plus sur comment vous accompagner à créer ou activer l'interrupteur de l'attachement chez vos enfants, mais dans un mode scolaire à la maison. Et puis, le dernier atelier, qui est le 7 avril, celui-là porte sur comment créer un environnement d'apprentissage qui est propice à la réussite. Parce que dans une salle de classe, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de référentiels, d'outils à la disposition. Et là, on arrive à la maison, puis à la maison, on n'est pas supposé être à l'école. Les enfants, ils ne comprennent pas toujours que, bon, là, je suis à l'école à la maison. Donc là, cet atelier-là va vous permettre d'avoir des trucs et des astuces sur comment créer vraiment un environnement qui va être propice à la réussite de vos enfants, mais à la maison. Comme une salle de classe, à la maison.